et à tous, merci de rejoindre nous pour ce journal. Tout de suite, les principaux titres, restez avec nous. La Cour suprême invalide l'enregistrement à distance annoncé par la CENI, une décision qui ne fait pas l'unanimité. La Mauritanie lance son projet d'appui à l'initiative Délégation au Sahel. 10 000 personnes bénéficieront de ce projet. Présidentielle au Mali, le fichier électoral fait polémique. L'opposition dénonce de nombreuses anomalies compromettant l'intégrité du processus électoral. Voilà pour les titres, merci de nous recevoir chez vous. L'enregistrement à distance contesté par une partie de l'opposition et mis en œuvre par la CENI pour faciliter l'enregistrement des citoyens sous la liste électorale a été annulé. C'est la Cour suprême qui a invalidé cette forme d'enregistrement sous la liste électorale. Si cette mesure est peut-être de nature à rassurer une partie de l'opposition, elle n'est pas cependant appréciée par bon nombre de citoyens. Reportage signé CRCDB. À l'école de Dixar, l'enregistrement à distance n'est plus d'actualité. C'était pourtant l'un des 2 centres ouverts dans la Moukata pour permettre aux citoyens de se faire inscrire sur la liste électorale et voter en septembre prochain dans la localité qu'ils auront choisie. Officiellement, il n'y a pas eu de communication de la part de la CENI sur le sujet. Mais c'est certain, l'enregistrement à distance est interrompu. L'incompréhension est totale chez les citoyens. Je voulais voter à Bogué. Mais non. Il dit que ça. Vous voulez voter à Bogué? Oui, mais je vais inscrire ici pour voter là-bas. Et vous ont dit que ça n'existe pas? Non. C'est ça qu'ils ont dit tout de suite. Maintenant, moi, je pars. Pour avoir le cœur net, direction la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le coordinateur des antennes régionales et locales confirme l'arrêt de l'enregistrement à distance. Décision de la Cour suprême qui a annulé. Dès le début, elle avait annulé le communiqué de la CENI qui fait savoir qu'il y a une augmentation, un délai supplémentaire pour le dépôt des listes. La Cour suprême a annulé ce communiqué, mais la CENI, en l'appliquant, a fait une lecture restrictive en annulant surtout son volet augmentation du délai et non l'inscription à distance. La Cour suprême est revenue pour une nouvelle lecture et elle a dit non, nous avons annulé tout le communiqué pour ces 2 volets. La CENI a-t-elle des excuses pour n'avoir pas communiqué? Elle a pourtant des arguments. La Cour est venue à un moment où la CENI était en train de changer de président. Et il était plus urgent d'abord d'informer les commissions régionales de la décision de la Cour que de faire un communiqué qui va passer. Déjà, une partie de l'opposition avait mis en cause la légalité de l'enregistrement à distance. Mais aujourd'hui, le fait qu'elle déclare qu'il faut faire les inscriptions à distance prouve qu'elle a échoué totalement à réaliser la mission de recensement dans les 2 mois qui avaient été fixés. Et qu'elle réalise donc son échec, qu'elle ne peut pas le faire, et elle ouvre maintenant une porte à la pagaille, c'est-à-dire à une inscription à distance, qui veut dire que les forces qui ont des moyens peuvent changer la composition électorale d'une commune quelconque. La Cour suprême qui vient d'annuler coup sur coup la prorogation du délai de dépôt de candidature pour les régionales et les municipales et maintenant l'annulation de l'enregistrement à distance vient de donner une leçon de droit à la CENI et à l'opposition. Ce recadrement de la Cour suprême vient atténuer peut-être les divergences entre l'opposition et la CENI accusée de favoriser la fraude. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a créé une application active jusqu'au 25 juillet permettant aux candidats admis à la première session du baccalauréat C,
D et TMGM 2017-2018 d'accéder au formulaire d'orientation. Les admis souhaitant savoir leur orientation de principe devront obligatoirement fournir les informations relatives au numéro de bac, de la carte d'identité nationale et de leur téléphone en plus de leur adresse mail. Un accès unique à l'application et à un seul formulaire d'orientation est autorisé par étudiant. Le formulaire en ligne est imprimable suivant les séries précitées. L'État mauritanien vient de lancer sa composante du projet régional d'appui à l'initiative d'irrigation au Sahel. Le projet permettra d'appuyer les efforts du gouvernement en matière de renforcement du secteur agricole et d'augmentation de la production nationale. Reportage Hamaoula Djagana. La Mauritanie a démarré sa composante du projet régional d'appui à l'initiative d'irrigation au Sahel. Lancé à Bouagué lors d'un atelier national organisé par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec la Banque mondiale et les comités inter-États de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel, SILS, il contribuera à renforcer la production agricole du pays. Le projet vient s'ajouter à d'autres importants programmes et projets de développement réalisés par le gouvernement. Il s'aligne sur les objectifs stratégiques du développement accéléré et de la prospérité partagée pour la période 2016-2030 et reste conforme au plan national de développement agricole 2016-2025. La mise en œuvre de ce projet d'irrigation nécessitera un financement de 25 millions de dollars mis à disposition par la Banque mondiale. Le financement est accordé sous forme de dons sur une durée de 6 ans. Le projet devrait profiter aux couches ciblées estimées dans les zones concernées à près de 10 000 bénéficiaires à travers le financement de plusieurs activités génératrices de revenus. En dehors de la Mauritanie, plusieurs pays, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad, sont concernés par ce projet. Recherchés dans une zone désertique du nord-ouest de la Mauritanie, la plupart des membres d'un groupe de 27 migrants sénégalais qui s'étaient échoués sur une plage de l'océan Atlantique ont été retrouvés à Nouadhibou. Une source sécuritaire a indiqué que 20 migrants ont été retrouvés à l'entrée de la ville ou dans certains quartiers où ils avaient retrouvé refuge alors que les autres sont encore recherchés. Partis du Sénégal avec une centaine de personnes à bord, leur embarcation qui tentait de rejoindre les Canaries en Espagne a été emportée par la houle vers les eaux mauritaniennes où elle a fini par échouer le 16 juillet dernier. Les autorités des îles Canaries ont annoncé que leurs exportations à destination de la Mauritanie ont enregistré une augmentation de l'ordre de 33% en 2017. Ces échanges qui étaient en 2016 de 24 millions d'euros ont atteint 35 millions d'euros en 2017. Cet accroissement des échanges avec la Mauritanie font de ce pays, selon les autorités des Canaries, le premier pays ouest-africain à recevoir des produits originaires des îles. Les îles Canaries, quant à elles, ont importé pour une enveloppe totale de 45 millions d'euros en produits halieutiques. Le gouvernement canarien a affirmé récemment que la Mauritanie constituait une priorité stratégique pour l'archipel dans sa politique d'internationalisation de son économie. À l'actualité internationale à présent, l'équipe du chef de file de l'opposition au Mali, Soumaïla Cissé, l'un des principaux candidats à la présidentielle du 29 juillet, contre le président sortant Ibrahima Boubacar Keïta, a dénoncé des anomalies dans le fichier électoral. Elle a mis en garde contre ce qui s'apparente, selon elle, à une vaste tentative de fraude lors d'une conférence de presse en présence de diplomates en poste à Bamako. Le directeur de campagne du candidat a expliqué que le fichier mis en ligne dénombrait une centaine de milliers d'électeurs, de plus que celui audité par les experts internationaux. Dans le fichier mis en ligne par la délégation générale aux élections, vous avez 275 761 doublons. Donc c'est le retour des doublons dans le fichier. À l'étude des
différents éléments documentés, analysés et vérifiables en ligne, il en ressort un potentiel de fraude que l'on peut estimer à 1 241 574 électeurs. Renouveler le soutien de la France à la force conjointe du G5 Sahel ainsi qu'aux forces armées burkinabées. C'est le message porté par la ministre française des Armées au chef d'État du G5 Sahel après Niamey. Florence Parly s'est rendue hier soir au Burkina pour des entretiens avec le président Roch Marc Christian Kaboré. Cette tournée à la ministre française des Armées fait suite au sommet du G5 Sahel auquel le président français Emmanuel Macron a participé le 2 juillet à Nouakchott. Selon la ministre, la question des équipements, qui constitue l'une des priorités pour la montée en puissance complète de cette force, connaît quelques avancées. Une liste précise et détaillée des équipements dont la force conjointe a besoin pour chacun des pays a été élaborée. Cette liste a d'ailleurs pu être transmise il y a quelques jours à l'Arabie Saoudite qui en assure le financement. Le président chinois Xi Jinping effectue une nouvelle tournée en Afrique qu'il a commencé par le Sénégal. Il est arrivé aujourd'hui. Il se rendra ensuite au Rwanda avant de participer le 25 juillet au sommet des BRICS qui se tient cette année à Johannesburg. Le poids économique de la Chine et ses ambitions stratégiques augmentent d'année en année sous le continent, si bien que le pays est devenu le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. Reportage. 4 pays, Sénégal, Afrique du Sud, Rwanda et Maurice, sont au programme de la visite de Xi Jinping en Afrique après un passage par les Émirats arabes unis. Le Sénégal, première étape du président chinois. Plusieurs accords de coopération devraient y être signés dans le secteur des infrastructures. La Chine finance notamment la construction du plus grand projet routier du pays, une autoroute entre Dakar et Touba, pour un coût de 700 millions d'euros. Le Sénégal importe massivement des produits manufacturés de Chine et y exporte ses arachides. Mais les liens vont au-delà du commerce. Le musée des civilisations noires de Dakar, qui devrait être inauguré à la fin de l'année, est financé lui aussi par la Chine. Riche en matières premières, l'Afrique contribue largement à combler le déficit national chinois. La présence chinoise en Afrique a de tout temps eu une dimension diplomatique. Le nombre important de pays de ce continent a toujours été d'une grande utilité à la Chine, qui à l'ONU a toujours pu compter sur leur voix pour faire barrage aux résolutions occidentales, notamment sur les droits de l'homme. En 2015, lors du sommet Chine-Afrique, Xi Jinping avait promis une nouvelle aide financière au développement d'une valeur de 60 milliards de dollars. Cette somme a été divisée notamment en 5 milliards de dollars d'aides gratuites et sans intérêt, 35 milliards de dollars de prêts préférentiels et de crédits à l'exportation, 5 milliards de dollars de fonds supplémentaires pour le Fonds de développement Chine-Afrique et 10 milliards de dollars de financement pour une coopération de capacité de production sino-afrique. Les investissements ont dépassé les 100 milliards de dollars et le nombre d'entreprises chinoises présentes sur le sol africain est désormais supérieur à 3000. Le spectre d'une nouvelle guerre s'éloigne de Gaza. Le Hamas a annoncé tôt ce samedi avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec Israël. Ce matin, l'accord semblait respecté dans la bande de Gaza. Aucune attaque aérienne israélienne ou tir de roquettes vers le sud d'Israël depuis Gaza n'a été signalée après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Peu après vendredi minuit, les responsables politiques et militaires israéliens ont toutefois refusé de confirmer qu'un cessez-le-feu avait été conclu, tout en affirmant qu'un calme total règne depuis des heures sur le terrain. L'évacuation des rebelles syriens situés à proximité du plateau de Golan, axé par Israël, a
annexée par Israël, a commencé. Les occupants de la région seront transférés vers le nord de la Syrie, dans une zone toujours aux mains des insurgés. Une évacuation ordonnée après la signature d'un accord restituant le contrôle de la frontière aux autorités de Damas. Après une offensive conjointe des forces syriennes et de la Russie, les rebelles ont été confrontés à deux options: rendre les armes ou partir pour la province d'Idlib, frontière de la Turquie. Un homme a été tué hier soir lors d'une nouvelle journée de manifestation contre la corruption et le manque de services publics en Irak, portant à 9 le nombre de morts depuis le début de ce mouvement il y a une dizaine de jours. La grogne qui agite depuis le 8 juillet le sud du pays a gagné Bagdad, où des centaines de manifestants ont été dispersés à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène alors qu'ils tentaient d'entrer dans la zone vers l'ultra sécurisée où siègent les autorités. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de se quitter. La Cour suprême valide l'enregistrement à distance annoncé par la CENI, une décision qui ne fait pas l'unanimité. La Mauritanie lance son projet d'appui à l'initiative d'irrigation au Sahel. 10 000 personnes bénéficieront de ce projet. Nous avons également suivi présidentiel au Mali. Le fichier électoral fait polémique. L'opposition dénonce de nombreuses anomalies compromettant l'intégrité du processus électoral. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.